Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette journée d'études, d'échanges, de réflexion, j'espère, de quelques pas de côté qui vont nous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus. Très heureux de vous accueillir, alors non pas sur Valenciennes ou Paris comme les journées précédentes, mais quand je regarde un petit peu les origines géographiques des inscrits et des orateurs, c'est un peu des quatre coins de France et d'ailleurs même, parce que la Finlande, le Portugal, la Côte d'Ivoire et la Chine seront également présents tout au long de cette journée. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Alors, journée co-organisée avec nos partenaires que sont l'Université coopérative internationale du campus Condorcet et de l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Alors, cette journée, tout ça, j'ai envie de dire, a été rendu possible par Élise Bourdin, que nous soutenons dans le cadre de sa thèse au sein du laboratoire des dynamiques sociales, le LADIS. Alors, je me présente, je suis Franck Moulard, donc le directeur de l'association GRED, Groupe Écoute Information Dépendance, dont le siège se situe à Valenciennes, dans le nord de la France, territoire malheureusement très touché par les problématiques addictives en tout genre. L'association existe depuis un peu plus d'une trentaine d'années et gère différents établissements de soins, un XAPA, alors XAPA, Centre de soins d'accompagnement de prévention de l'addictologie, un CARUD, qui est un centre d'accompagnement, d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, mais également des consultations de jeunes consommateurs, un service de thérapie familiale et conjugale, un service de prévention, alors c'est essentiellement la prévention secondaire et tertiaire, et un service qu'on appelle le CASP, et qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, qui est conduite addictive sans produit. Alors, c'est un service dont les portes d'entrée sont multiples, sont plus liées plus particulièrement aux troubles du comportement en relation avec les pratiques sportives, les troubles du comportement alimentaire, les jeux vidéo et bien sûr les jeux de hasard et d'argent. C'est un service qui accompagne les joueurs et leur entourage depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et qui intervient, alors c'est une action assez innovante, au sein même du casino, donc le Pasido de Saint-Amand, au travers de permanences mensuelles. Et ces interventions au Pasino ont par ailleurs fait l'objet d'un sujet de recherche qui a été porté par Ingrid Brody, qui interviendra tout à l'heure à la suite de nos interventions. Ce service, le CASP, j'ai envie de dire, est animé brillamment par Inès Roux et Élise Bourdin, et Élise, que je remercie encore pour son investissement dans l'organisation de cette journée. Alors, le thème n'est pas le fruit de hasard, mais rejoint bien évidemment un de ses chevaux de bataille, qui est son sujet de thèse, qui est la prévention de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Alors, non pas au travers d'une approche des politiques de santé publique, qui est un paradigme assez consensuel, j'ai l'impression, concernant les dispositifs préventifs en France, qui aurait peut-être tendance, à mon avis, à réduire un peu trop l'individu à son comportement, mais plutôt là, en le mettant en réflexion, en perspective, et en s'ouvrant sur d'autres dispositifs expérimentaux hors hexagone, de proposer, comme diraient les chercheurs, et il y en a certains parmi nous, d'autres praxis, terme cher à Aristote. Moi, je dirais surtout d'autres dispositifs de prévention et de soins innovants. Alors, je laisserai ensuite la parole à Élise Bourdin et Jacqueline Descarpentries pour développer davantage cette idée qui va nous traverser tout au long de cette journée. Alors, le GRED a, depuis sa création, toujours été traversé par des courants de pensée divers, des approches différentes, des approches alternatives. Et une large place aux approches expérimentales a toujours été possible et même encouragée au sein de l'association. Je pense que la grande hétérogénéité des équipes en est une illustration. Il nous a toujours paru indispensable de nous associer à d'autres partenaires, d'autres approches, alors parfois très éloignées de nos modes de pensée, de nos certitudes, mais réellement indispensables, tellement nécessaires à l'élargissement et à l'élaboration d'un regard critique. Alors, ce qui suppose à la fois d'écouter, de comprendre, bien sûr, de prendre position, d'adopter une posture qu'on appellera réflexive, c'est-à-dire de reconnaître les lacunes de son propre raisonnement, d'accepter la critique, de corriger ses erreurs et de modifier son point de vue. C'est bien cela, nous, qui nous anime
et qui se traduit par notre participation à des actions parfois expérimentales, comme celle qui s'est déroulée en 2019 en lien avec la Fédération Addiction et la Française des Jeux autour de la rencontre d'usagers de jeux d'argent et de hasard dans les points de vente FDJ. C'était une occasion également de nous acculturer à un environnement peu familier pour des intervenants en addictologie, mais qui ont été réellement riches de rencontres. C'est également avec cet esprit de rencontre et de partage qu'on organise depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant à un rythme bisannuel, ce qu'on appelle très modestement les journées du GRED, journées qui rassemblent à chaque fois des professionnels d'horizons divers. Alors, je vais n'en citer que les deux dernières. En 2019, c'était l'approche RDR, donc la réduction des risques à l'épreuve des territoires, qui mettait en parallèle et en perspective l'accès au matériel de RDR, que l'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et en 2017, les jeux d'argent et de hasard étaient déjà au cœur de nos préoccupations, avec cette fois-ci 2 journées sur le thème « Quand jouer n'est plus un jeu ». Alors 2 journées durant lesquelles on avait eu l'honneur d'accueillir le professeur Ladouceur, qui était venu tout droit du Québec, et le docteur Marc Valeur, que nous allons retrouver en ce début de matinée. Alors tout ça pour répondre un peu en conclusion à cette question du pourquoi une journée d'études co-organisée par une association et une université. Alors je pense que quand on veut ouvrir une réflexion dont l'objectif n'est encore une fois pas d'entrer en opposition avec un modèle qui serait dominant en matière de prévention des jeux d'argent et de hasard, mais quand on veut appréhender les choses différemment, il nous semble effectivement indispensable de nous appuyer sur la grande diversité des travaux de recherche, de l'observation de terrain, mais également en nous appuyant sur des expériences alternatives. C'est un peu l'idée d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Alors, comme l'a dit ce célèbre inconnu, parce que je n'ai pas retrouvé son nom, la recherche, c'est repousser les limites de la connaissance. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite lors de cette journée. Alors, je vais passer maintenant la main à Élise Bourdin, doctorante en sciences de l'éducation, salariée de l'association GRED, vous l'auriez repéré, qui est associée à Madame Jacqueline de Carpentry, qui est maîtresse de conférences à Paris 8, vont déjà nous amener à aiguiser notre regard critique sur les dispositifs de prévention de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Élise, à toi la parole. Merci Franck. C'est pas facile de passer après un beau discours comme ça, mais on y va. Donc déjà, bonjour à tous et merci de votre participation à cette journée d'études. Je remercie également l'ensemble des intervenants qui ont répondu favorablement à cette invitation. Et vraiment, c'était chouette de venir partager vos recherches et vos expériences. Donc, cette journée se veut multidisciplinaire, internationale et multi-expérientielle. C'est-à-dire qu'il y aura des chercheurs, des praticiens, mais aussi des joueurs. Donc, je remercie également l'ensemble des partenaires institutionnels. Donc, évidemment, le GRED, qui est une association, comme l'a rappelé Franck, militante. C'est une institution qui permet la mise en place de projets alternatifs, innovants et plaçant toujours la personne accueillie au cœur de nos priorités. C'est aussi grâce à cette association que ce travail de thèse a pu commencer. Merci à l'équipe pour son soutien et aux joueurs pour leur soutien et leur investissement. Merci aussi à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le LADIS, et l'Université coopérative internationale, dont j'ai la chance de faire partie de cette jeune équipe dynamique et investie dans des recherches émancipatrices et innovantes. Et enfin, je remercie l'IREPS pour son soutien financier. Initialement, on devait le faire en physique, donc on avait un petit coup de main financier. Donc, en France, la prévention des addictions aux jeux d'argent et de hasard est en partie organisée autour de plusieurs entités. D'abord, les messages d'information. Là, on peut le voir notamment en période d'euro. Il y a beaucoup de publicité et donc les messages d'information qui sont affichés. Jouer comporte des risques, isolement, tchac. Il y a ensuite la politique du jeu responsable. Il y a la possibilité de l'interdiction volontaire et l'organisation des prises en charge en XAPA et des actions collectives sur le territoire. Et il y a aussi les associations par les pairs dont nous avons la chance aujourd'hui
d'avoir 2 représentants pour Allfish France et pour l'Institut du jeu excessif. Alors, pour commencer cette journée, contextualisons un peu les pratiques de jeux d'hasard et de argent en France. Et ce sont les chiffres issus du baromètre Santé publique France 2019. Donc, en 2019, il y a 47,2% des Français âgés de 18 à 75 ans qui déclarent avoir joué au moins une fois dans l'année à un jeu d'argent. Les jeux les plus pratiqués sont essentiellement les jeux de tirage et les jeux de grattage en large majorité, suivis de loin par les paris sportifs, la machine à sous, les paris hippiques et les jeux de casino. Et de très loin, le poker. 6% des joueurs ont une pratique problématique selon des estimations qui ont été faites par l'indice canadien du jeu excessif. Donc, il y aurait 4,4% des joueurs qui auraient un risque modéré et 1,6% des joueurs qui seraient dits dans une pratique excessive. Donc, reporté à la population générale, ces données donnent une prévalence de 2,1% des joueurs qui auraient un risque modéré et 0,8% des joueurs excessifs, toujours selon le calcul de l'indice canadien du jeu excessif. Lorsque le joueur prend conscience que sa pratique de jeu est problématique, il est souvent tard. En tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, dans l'Exapa. Il est souvent trop tard et c'est souvent en rapport par rapport à sa situation financière qui est souvent catastrophique. Rappelons quand même que la majorité des dépenses de jeu en France est réalisée par une minorité de joueurs. 82,8% de la dépense totale est concentrée sur 10% des joueurs et presque la moitié, donc 49%, est réalisée seulement sur 1% des joueurs. Donc on voit bien quand même que la partie des joueurs excessifs est très rentable, mais ça, on pourra en discuter avec Sébastien Béret qui nous en touchera de mots. On estime ainsi que 40% du chiffre d'affaires des jeux est généré par l'activité des joueurs problématiques. Donc, ces chiffres nous amènent à dresser le contexte dans lequel nous envisageons cette journée d'études. Aujourd'hui, nous essayerons d'apporter un regard complémentaire au modèle biopsychologique dominant la dictologie aujourd'hui et celle de la prévention, en s'appuyant sur l'analyse critique du dispositif au sens de Michel Foucault. Donc, c'est-à-dire à un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques. Bref, de ce qui est dit aussi bien de ce qui est non dit. Si cette vision synoptique de la problématique du jeu réduit la recherche à l'objectivation du sujet et à la mathématisation des comportements, peut-être avons-nous une vision homogénéisante de la réalité. D'ailleurs, lors d'une réunion d'équipe, ma chef de service, Sandrine, me dit « Vous parlez des joueurs, les joueurs, comme si c'était un bloc, comme s'ils étaient tous pareils. » Cette phrase fait et fait encore aujourd'hui, au sens de Hartmut Rosa, résonance. C'est vraiment cette résonance qui va définir aussi cette démarche de recherche. Il m'aura fallu 10 ans d'expérience en addictologie et de multiples rencontres avec chaque joueur et joueuse, mais également du temps conséquent passé dans les lieux de jeu et des échanges avec les opérateurs pour entamer ce que Donald Schoen appelle ce tournant réflexif, c'est-à-dire ce processus critique de désubjectivation et de me poser régulièrement la question si chère à Jean Houry, mais qu'est-ce que je fous là? Cette question me permet de réfléchir à ma pratique, me permet aussi de me positionner dans un contexte et du coup d'être dans la réflexivité. C'est grâce aux allers-retours avec le terrain, à l'hippodrome, au casino, au point de vente, à la reconnaissance apportée aux expériences des acteurs du monde du jeu, c'est-à-dire aux joueurs, aux opérateurs, mais aussi à ma collègue Inès et aux collègues du Présage, donc pôle ressources jeux, donc c'est un pôle régional des Hauts-de-France, qu'aujourd'hui nous tenterons de répondre à cette question au travers de cette journée d'études que nous souhaitons comme un temps coopératif
réflexif pour chacun et pour chacune. Si aujourd'hui, nous parlons de problèmes de politique de jeu responsable, nous profiterons également de cette journée pour proposer d'autres pistes de prévention et d'autres horizons que le modèle pathologisant le comportement. Et là, je cite M. Jacob Amon-Swissa, car à la lumière de ce survol, nous remarquons que malgré le nombre impressionnant de recherches sur les addictions, le regard dominant porté sur elle passe principalement par la pathologie, tout en mettant en veilleuse les facteurs macro-contextuels explicatifs de nature politique, historique, culturelle et psychosociale dans la construction d'un tel discours. L'émancipation sociale des joueurs en difficulté passera certainement par ce que De Souza Santos appelle l'écologie des savoirs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et du coup, je passe la parole à ma directrice de recherche, qui est Jacqueline Descartes-Entré. Merci Élise et merci Franck et merci aux uns et aux autres d'être là. Beaucoup de choses ont déjà été dites et l'essentiel de notre journée, c'est effectivement de pouvoir mettre, si ce n'est en partage, mais surtout en discussion, les différents travaux qui vont scander l'ensemble de cette journée. Donc évidemment, je ne peux que remercier les uns et les autres et surtout venir féliciter Élise qui, pour sa 3e année de thèse, a eu cette initiative de pouvoir organiser cette journée d'études qui associe à la fois les grands acteurs de terrain, parmi lesquels je considère que l'université fait partie, puisque l'ensemble du travail que nous menons au sein de l'université de Paris 8 a toujours été de réfléchir à comment l'ensemble de nos théories, comment l'ensemble de nos travaux de recherche peuvent venir en appui de l'ensemble des activités qui sont menées par les différents mouvements sociaux, par les différentes associations, mais surtout comment les différentes associations, comment les différents mouvements sociaux viennent nourrir, questionner l'ensemble des travaux qui sont menés à l'université. Donc, vous l'avez bien compris, l'université de Paris 8, dans sa grande tradition, je dirais critique, hein, puisque l'origine de notre université a été bâtie par des grands penseurs, effectivement, comme Michel Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, qui ont été d'abord les penseurs de la critique, mais où l'évolution de l'ensemble de ces travaux critiques sont maintenant largement baignés parce qu'on appelle, je dirais, globalement les épistémologies du Sud, qui viennent encore nous poser des questions théoriques, méthodologiques, épistémologiques, c'est-à-dire comment l'histoire des idées peut nous permettre de comprendre les différentes actions menées sur les terrains avec d'autres approches théoriques et méthodologiques. Et quand je parle des épistémologies du Sud, je ne parle pas du Sud géographique, mais bien évidemment d'un Sud épistémologique, c'est-à-dire la manière dont on pense construire la recherche, construire les idées et comment on peut utiliser ces différents savoirs, ces différentes connaissances et ces différentes expériences pour construire de nouveaux modèles de recherche, de nouvelles pratiques de recherche et surtout comment co-construire des activités de recherche qui viennent encore une fois en appui aux différentes actions qui sont menées sur les terrains. Alors, sachant que la posture qui est la nôtre, on ne travaille jamais sur les populations, mais toujours avec les populations. D'où cette importance de travailler en co-construction en permanence. On travaille en co-construction, c'est-à-dire, et là on en a un exemple très très concret avec Élise, c'est que nous ne concevons pas une activité de recherche sans un véritable, c'est plus qu'un partenariat, sans une véritable, si ce n'est co-construction, mais surtout coopérative avec les différents partenaires des terrains, que ce soit, comme Élise l'a précisé, que ce soit donc les éducateurs, les différentes structures, des représentants les mouvements sociaux, mais bien évidemment les populations avec lesquelles nous pouvons travailler, qui sont généralement
des populations qui ont été invisibilisées, qui ont été parfois, pour reprendre effectivement certains auteurs, complètement subalternisés, et où on voit bien quand on fait un travail, je dirais, historique hein, sur les pratiques de prévention, on voit bien comment les pratiques de prévention, et là je sais que nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer de vrais spécialistes qui tous les jours sont en contact avec la population et qui tentent d'utiliser effectivement différents modèles, différents questionnements. Et quand on fait un travail effectivement théorique, méthodologique sur d'analyse de pratiques critiques, hein, encore une fois, ben, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a bien un modèle dominant de la santé publique qui est un modèle dominant issu de l'histoire même de la santé publique, hein, qui va utiliser différentes méthodologies et Élise en parlait tout à l'heure. Ce sont des modèles issus le plus souvent de l'épidémiologie, on va quantifier, etc. Et on va repérer ce qu'on appelle les fameux déterminants de santé. Et après, une fois qu'on a repéré les différents déterminants de santé, que ce soit en psychologie, que ce soit en sociologie, en anthropologie, qu'est-ce qui se passe? Mais en définitive, on essaye de bâtir des dispositifs de prévention globaux à partir des savoirs des différentes disciplines. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans notre laboratoire, donc, qui est l'unité CNRS LADIS, qui est une unité transdisciplinaire, c'est que ce que l'on cherche effectivement à construire, ce sont des dispositifs de recherche qui sont, et pour nous c'est fondamental, qui sont véritablement inscrits, effectivement, comme le disait tout à l'heure Élise, inscrits dans la multidisciplinarité, mais pas seulement. Ce qui nous semble extrêmement important, c'est de travailler sur la transdisciplinarité, c'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce que nous apporte pour chacun dans nos différentes pratiques, que ce soit les différentes pratiques de recherche ou d'intervention, qu'est-ce que cette activité qui est transdisciplinaire, j'ai presque envie de dire transfrontalière, transculturelle, comment cette activité pensée dans le trans, hein, j'ai envie de le dire comme ça, peut nous aider, et c'est un des objectifs de cette journée d'études, peuvent nous aider à co-construire des activités de recherche qui puissent se nourrir des résultats de la recherche de chacun. Donc, on est véritablement ici, et encore une fois, je remercie Élise d'avoir bien énoncé les propos d'Hartmut Rosa sur la résonance. Notre idée ici et maintenant, aujourd'hui, c'est véritablement d'entendre nos différences et on verra bien à partir des approches disciplinaires qui sont les nôtres. On va voir les différences. Nos différences vont émerger sur notre manière d'analyser, de comprendre, de pratiquer même la recherche, de pratiquer des résultats de recherche et voir comment ces différences sont en fait des écarts sur lesquels on peut s'appuyer pour tenter de travailler à la recherche de dispositifs de prévention qui soient effectivement émancipateurs. Mais émancipateurs pour qui? Mais émancipateurs pour les principales personnes concernées, sachant qu'on est tous concernés peut-être un jour ou l'autre, mais et on le voit d'autant plus dans cette période de pandémie où les modèles de santé publique, les modèles de l'épidémiologie, nous les avons reçus en pleine figure et c'est comme ça qu'ont été mis en place des régimes de contrôle basés sur cet usage de l'épidémiologie, mais où on a oublié en fait tous les facteurs psychologiques et la France n'a jamais eu autant d'hôpitaux psychiatriques remplis par des personnes qui ne supportent plus le confinement, que ce soit les enfants qui ont énormément de violence. Il y a énormément de travaux qui émergent maintenant et où on voit bien que cette période de pandémie pensée avec des modèles de la doxa santé publique amène aussi aux conséquences que l'on a. Bon, évidemment, ça peut se discuter parce qu'on aurait pu avoir plus de morts si on n'avait pas eu ces modèles-là, on est bien d'accord. Mais moi, je pense justement, en pensant la transactivité, la transdisciplinarité,
On peut penser le modèle de santé non pas comme un modèle biomédical qui construit, comme Michel Foucault l'a bien expliqué, le biopouvoir et la biopolitique qui cherche à contrôler, gouverner, construire des régimes de contrôle sur le corps des individus et sur sa psyché. Ça, on le voit très, très bien. Donc, l'idée est toute autre, c'est de développer ce qu'on appelle le modèle de One Health, c'est-à-dire une santé non pas pour tous, on n'est pas dans ce modèle de santé globale, mondiale, on n'est pas du tout là-dedans, mais on est plutôt dans l'idée de comment on peut construire des recherches, des interventions, des coopératives à partir des modèles issus, donc des savoirs des sciences humaines, des sciences animales et des sciences végétales, puisque la santé est bien sûr une santé, ce que un de nos collègues de Coimbra appelle la santé collective, donc qui est notre collègue Joao Nunes. Et nous avons aussi, et je le remercie, et notre collègue de Coimbra avec lequel on travaille de plus en plus, qui viendra conclure l'ensemble de nos travaux, où il y a d'autres manières d'aborder le risque, d'autres manières d'aborder la santé. Et c'est grâce justement à nos travaux au niveau international que l'on peut réfléchir à Valenciennes, à Paris, à Lille ou ailleurs. On peut arriver à penser autrement nos différents types de recherche, à condition qu'effectivement, on ait ce travail en acceptant nos différences. Et il ne s'agit pas de monter les disciplines les unes contre les autres, ni les modes de recherche les unes contre les autres, mais encore une fois, de venir en résonance et de travailler avec les écarts dans nos différences. Voilà. Encore une fois, merci à Franck de nous accueillir. Merci à Élise. Ça aurait été un grand plaisir de vous accueillir au campus Condorcet qui est à Aubervilliers. Bon, j'espère que ce n'est que partie remise. Donc, c'est un lieu qui est construit à Paris depuis. Maintenant, il fonctionne, il se met en route. Donc, ça fait plusieurs années qu'il s'est mis en construction. Donc, au campus Condorcet, on regroupe tous les laboratoires de recherche en sciences humaines et nous avons la chance d'y être installés pour développer l'université coopérative internationale, qui est un dispositif qui est issu, encore une fois, des chercheurs de Paris 8, notamment Henri Desroches, qui était un des premiers à initier ces universités coopératives internationales. Et le but, c'est quoi? C'est de créer des coopératives de recherche. C'est par réseau, c'est une coopérative. Donc, on vient en complémentarité, en co-construction des travaux des uns et des autres. C'est aussi une fabrique de formation à la recherche par la recherche. C'est ce qu'on fait notamment avec les journées d'études telles qu'elles peuvent être réalisées par nos étudiants. Élise a été vraiment actrice de sa journée d'études et elle nous a amené à y participer. Et puis, c'est aussi un tiers-lieu expérimental où on va tester, on va co-construire des dispositifs expérimentaux en matière de prévention. Et là, évidemment, les uns et les autres sont vraiment invités à venir y participer si vous avez envie de tester de nouvelles méthodes, de réfléchir autrement et de partir des savoirs, des connaissances, des expériences, des personnes qui souvent ont été invisibilisées, c'est-à-dire des personnes qui disent pas forcément, qui n'énoncent pas forcément leur avis sur la manière dont ils sont traités, dans la manière dont ils sont agis, je dirais presque par les dispositifs. Et dans ces co-constructions, on arrive à créer ce qu'on appelle des coopératives, et notamment des coopératives éphémères, et même des coopératives qui durent d'ailleurs. Et ce qui modifie beaucoup les pratiques, les différentes pratiques à la fois de recherche, mais aussi d'accueil des populations. Voilà, merci encore une fois et bonne journée aux uns et aux autres.